La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 17, fin de campagne. Dans une quasi-obscurité, nous sommes blottis au milieu de l'immense lit. Adossée à un tas de coussins et d'oreillers, la tête de Nathalie nichée au creux de mon épaule, je caresse ses cheveux. Des fils d'or aussi doux que la soie. Les deux veilleuses de tête de lit sont le seul éclairage de cette pièce démesurée. À l'exception du périmètre du baldaquin, auquel est fixé le voile de la moustiquaire, tout le reste de la chambre est dans la pénombre. D'ordinaire, Nathalie se serait déjà endormie dans mes bras, tant la journée a été riche en émotions. Ce n'est cependant pas ce qui la tient éveillée. Ce qui la perturbe est qu'elle a accepté de participer au concert de vendredi soir, et qu'elle se retrouve avec un sérieux problème de planning. Telle que je la connais, elle n'aura de cesse d'en avoir trouvé la solution. Je pensais avoir le temps de la réflexion, mais il est clair qu'il ne me faut pas attendre pour la rassurer. Du bout de l'index, je lui tapote le bout du nez. Je crois que j'ai une idée pour ton problème. Mon problème ? Ah bon ? Tu vas faire appel à un sorcier africain de tes amis ? Je me redresse sur un coude pour mieux lui parler. J'ai mieux que ça, et de plus, c'est une solution pérenne. Pérenne ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je m'éclaircis la voix. Tu as accepté d'être la chanteuse des Sugar Rock, et tu crains donc de cumuler du retard dans l'exploitation de tes relevés de terrain. C'est bien ça ? Elle me fixe, perplexe. Oui, c'est bien ça. Et alors ? Je ménage mon effet, puis tout à trac. Je connais la personne qui, dès demain, pourra t'aider pour tes calculs. Non seulement jusqu'à vendredi, mais mieux, pour tout le temps de ta mission au Tchad. Elle fait un bond et s'assied, les yeux écarquillés comme des soucoupes. Elle demande. Tu es sérieux ? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Elle est plus que sceptique. Sa moue en témoigne. Tu vas m'annoncer qu'il va falloir affréter un jet privé et aller chercher un des derniers lauréats de la médaille Fields ? Je souris. La personne à laquelle je pense est peut-être moins titrée, mais elle a l'avantage d'être sur place. Nathalie en bafouille. Et qui est donc ce phénomène ? Quelqu'un dont tu connais le mari. Air effaré de Nathalie. Ne me dis pas que c'est Minou. Je ris. Non, c'est Sylvie de Valois, l'épouse de notre ingénieur agronome. Il se trouve aussi qu'elle est chef du labo. Les espoirs de Nathalie semblent s'effondrer. Sans vouloir être désobligeante, il faut un peu plus de connaissances que celles d'un chef de labo pour approcher ce type de calcul. Et puis... Je l'interromps. Cette dame est titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées et doctorante en chimie à Paris Diderot. Je pense qu'elle devrait faire l'affaire. Air stupéfait de Nathalie. Mais que fait-elle ici, avec un tel niveau, à diriger un petit labo d'usine dans une plantation au fin fond de l'Afrique ? Je crois que l'amour fait faire bien des choses. Tu veux dire qu'elle a sacrifié sa carrière pour suivre son mari ? Nathalie n'est certes pas une féministe militante, dont elle considère d'ailleurs qu'elle desserve la cause qu'elle prétend défendre. Elle me l'a souvent dit, les femmes n'ont pas à vouloir persuader les hommes qu'elles sont leurs égales, mais plutôt à se convaincre elles-mêmes, une bonne fois pour toutes, qu'elles sont différentes, et qu'elles leur sont complémentaires à égalité de droits et de devoirs. Elle supporte mal qu'encore trop de femmes n'envisagent la vie que dans l'ombre de leur mari. Sa remarque n'exprime cependant aucune réprobation. Je précise tout de même. Non, je ne crois pas que ce soit ça. De ce que j'en sais, Bertrand de Valois devait justifier de 3 ans d'expérience professionnelle pour prétendre au poste qu'il vient d'obtenir à l'INRA. De son côté, Sylvie attend de décrocher son doctorat de chimie pour entrer au CNRS, sur le même site que son mari. Tu vois, il s'agit d'un partenariat dûment planifié. Bertrand termine son contrat dans 1 mois et Sylvie soutient sa thèse 1 mois plus tard.
Si tout va bien pour eux, ils s'installeront à Antibes, en juin. C'est en gros ce que je connais de leur projet. C'est une chance. À 1 mois près, tu n'aurais pas eu de guide aussi qualifié que Bertrand pour t'amener sur le terrain, ni de deuxième assistante pour tes calculs. Attentive, elle s'est assise en tailleur face à moi. Je vois qu'elle commence à se détendre. J'en profite pour poser 2 points concrets. Bien, donc, demain matin, à la 1 heure, nous passons voir Sylvie, et si elle est d'accord, ce dont je ne doute pas une seconde, j'informe ensuite Odin que son chef de laboratoire a changé d'affectation. Nathalie hausse les sourcils. Oh, il ne va peut-être pas apprécier que tu décides de toi-même ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, j'y mettrai les formes en faisant semblant de demander sa permission. Mais compte tenu de la lettre du siège sur ta mission, il sait depuis le début qu'il doit pleinement coopérer. De toute façon, ce sera sans conséquence. La campagne se termine vendredi soir. Nathalie commence seulement à réaliser que son angoisse de ne pas y arriver n'a peut-être plus lieu d'être. Elle ferme les yeux et se laisse aller. Quand elle les ouvre à nouveau, les nuages qui voilaient son regard se sont envolés. Merci, John. Tu n'imagines pas de quelle galère tu me sors. Je me voyais passer des nuits entières sur ma calculatrice. Je tends les bras. Elle vient s'y nicher. Je vais pouvoir me donner à fond pour les répétitions. En musique, comme pour le reste, on ne fait jamais rien de bon si l'on a la tête ailleurs. Elle m'embrasse tendrement, pose sa tête au creux de mon épaule. Je me sens si bien dans tes bras que... Elle ne finit pas sa phrase. Terrassée par tant d'émotions, elle s'endort comme un bébé. Le jour qui filtre entre les rideaux n'est pas ce qui me réveille. Non, c'est plutôt une agréable odeur de pancakes et de bacon. Malgré la pénombre, il est facile de voir que Nathalie n'est plus dans le grand lit, pas plus d'ailleurs que dans la chambre. Je bondis hors du lit, enfile à la hâte t-shirt et boxers, traverse le salon, la salle à manger et fais irruption dans la cuisine. Nathalie est au fourneau, poêle et spatule à la main. Elle retourne un pancake. Son sourire en m'apercevant est un vrai soleil. Elle fait glisser le dernier pancake dans une assiette, repose sa poêle et me saute au cou. Dieu, que son corps est souple et chaud, tout contre le mien. Que ses lèvres sont fondantes et sa bouche douce et sucrée. Que ce moment du matin est doux et précieux, quand, serrés l'un contre l'autre, nous sentons fusionner tous les atomes de nos corps. Je détache mes lèvres des siennes. Tu as trouvé du miel ? Non, c'est plutôt Bertrand de Valois. Moi, je n'ai fait qu'y goûter. Allez, file t'asseoir, ça va refroidir. Depuis que je connais Nathalie, je suis devenu un adepte du breakfast à l'américaine, et je réalise combien il est important de commencer sa journée l'estomac bien calé. Œufs brouillés, bacon, pancakes au miel, jus d'orange et papaye citron. C'est un véritable repas auquel je fais honneur. La dernière bouchée avalée, Nathalie se lève pour débarrasser. Je la retiens par la main. Laisse, le personnel qui vient faire le ménage et les lits s'en chargera. À propos de lit, il ne faut pas que j'oublie de défaire le mien et de m'y rouler, histoire de confirmer aux curieux que nous faisons bien chambre à part. Ma remarque fait rire Nathalie. 2 jours, et je viendrai t'aider à dévaster tes draps. La dévastation des draps scrupuleusement exécutée, et après une bonne douche sans savon, comme il convient, je regagne le séjour pour attendre Nathalie. Je n'ai même pas le temps de m'asseoir, elle me rejoint. L'espace d'une seconde, j'ai l'impression de retrouver Madame la conseillère. Chignon et lunettes à monture dorée, mais pour le reste, envolé le tailleur pantalon bleu marine, son uniforme de travail à l'ambassade. En lieu et place, chemisier large de coton blanc avec pattes d'épaule et poches de poitrine, jupe ample de coton beige à mi-mollet et Santiago marron, très sobre, dont seul un œil averti peut déceler qu'elles viennent tout droit du Texas. Il est pile 7h30 lorsque nous passons prendre Bertrand de Valois à son bureau. Cela fait déjà 2 heures qu'il est à pied d'œuvre et qu'après la mise en route de ses équipes, il se consacre à la paperasse. Toujours d'humeur égale, il nous accueille avec le sourire. D'ordinaire vêtu d'un short et d'une chemisette, il a fait un réel effort pour la visite coutumière que nous rendons au chef de village. S'il porte toujours ses sempiternelles patogas,
Le voilà aujourd'hui vêtu d'un pantalon et d'une chemise de toile boutonnée, presque jusqu'au cou, alors que d'habitude, il la laisse largement ouverte. Vous êtes en avance, mais on peut partir maintenant. Il est un peu surpris lorsque je réponds sur le ton de la plaisanterie. Si nous sommes un peu en avance, c'est parce que nous avons des vues sur votre femme, et Nathalie en particulier. Je le croyais doté d'un certain sens de l'humour, mais apparemment, ma plaisanterie ne passe pas très bien. Il a blêmi sous son hâle. J'avoue être un peu décontenancé par cette réaction, mais j'enchaîne aussitôt. Rassurez-vous, c'est strictement professionnel. Je lui explique en quelques phrases le but de la démarche. Il se détend et la crispation de son visage s'estompe. Ok, je suis sûr qu'elle sera ravie de sortir de sa routine. Souhaitez-vous en parler au directeur d'exploitation au préalable ou la voir avant? Je pense qu'il vaut mieux avoir son accord et ensuite en parler au DE. Il range le dossier qu'il étudiait à notre arrivée. Bien, allons-y. Pendant que vous discuterez avec Sylvie, j'en profiterai pour faire un petit contrôle à la cour Racan. Oui, mon équipe d'échantillonnage a quelques soucis. Je gare le patrol devant le bâtiment des bureaux de l'usine, et tandis que Bertrand de Valois s'éloigne vers la cour Racan, j'emmène Nathalie vers le labo. Nous grimpons le petit escalier de fer. Par sécurité, je demande à Nathalie de me précéder. C'est un accès secondaire et il s'agit davantage d'une échelle que d'un escalier. L'accès principal se situe directement dans l'usine et se fait par une passerelle. Nous empruntons un petit couloir dont la moitié vitrée donne dans le labo proprement dit, avec ses paillasses, bec-bunzen, cornues, éprouvettes et flacons divers. Un peu plus loin, au fond du local, le matériel de précision, balance, spectromètre, oscilloscope et autres appareils électroniques. Je n'aperçois pas Sylvie de Valois, ce qui signifie qu'elle se trouve très certainement dans son bureau. Sur la porte, une simple petite plaque en plastique noir, chef de service. Je frappe et, à l'invitation d'une voix féminine, ouvre la porte et m'efface devant Nathalie. Occupée à ranger un échantillon dans une grande armoire vitrée, Sylvie de Valois nous tourne le dos. Un coup d'œil par-dessus son épaule, et elle fait volte-face avec une exclamation de surprise. C'est vous, monsieur Ruin? C'est une jeune femme brune, aux cheveux courts, une coupe à la garçonne, avec la particularité d'un dégradé qui monte haut sur la nuque et suit exactement la ligne du visage, du haut de l'oreille au menton, où il se termine en pointe. C'est d'autant plus original que les cheveux très bruns, presque noirs, sa couleur naturelle, sont parsemés de mèches d'un rose électrique. Ainsi coiffée, elle a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. De grands yeux en amande, d'un vert émeraude très clair, illuminent une adorable frimousse qui respire la gentillesse. Mais plus tout à fait la même joie de vivre que d'habitude. Réaction négative de Bertrand tout à l'heure, tristesse latente de Sylvie. Y aurait-il un problème dans le couple de Valois? Étrange. Lors de ma dernière mission en décembre, il parlait de mettre un bébé en route après leur retour en France. Son visage s'est éclairé lorsqu'elle m'a reconnu. Contournant son bureau, elle s'avance tout sourire. De taille moyenne, 1,70 m environ, elle porte une large blouse blanche, un jeans et aux pieds, des chaussures à talons plats. Je fais les présentations. Le courant passe aussitôt entre les deux femmes. En tout cas, pour ce qui concerne Nathalie, j'en suis certain. Il est évident que Sylvie lui est sympathique, et je sais qu'à l'instant même, elle pense, pourvu qu'elle accepte. Derrière son masque professionnel, ses yeux disent son plaisir de rencontrer une personne aussi charmante. Quant à Sylvie, son air triste a disparu à l'instant où elle a serré la main de Nathalie. Elle nous invite à nous asseoir sur 2 chaises disposées devant son bureau. Tirant vers elle un tabouret, elle prend place face à nous et se tourne vers Nathalie. Mon mari m'avait déjà parlé de vous, mais je ne pensais pas vous rencontrer si vite et surtout ici. Son regard fait le tour du petit bureau, à l'aménagement plus que spartiate. Que me vaut l'honneur? Nathalie lui explique en quelques phrases le but de notre visite. À mesure que Nathalie lui expose sa proposition, le visage de Sylvie s'éclaire comme si on lui offrait le plus beau cadeau de sa vie. Il y a tout de même une pointe d'inquiétude dans sa voix, lorsqu'elle répond. Je serais très heureuse de participer à votre mission, mais je ne sais pas si mes connaissances en mathématiques... Nathalie l'interrompt. Compte tenu de votre niveau, je suis persuadée que vous nous serez d'un grand secours. Sylvie me jette un coup d'œil interrogateur. Je ne sais si le DE sera d'accord. Tant que la campagne n'est pas terminée...
Je la rassure. Le DE, j'en fais mon affaire. Joignant brièvement les mains devant son visage, Sylvie nous regarde tour à tour avec une expression ravie. Alors c'est oui, 1000 fois oui. À cet instant précis, 2 petits coups discrets et Bertrand de Valois passe la tête par la porte, qu'il entrebâille. Je peux ? Comme mue par un ressort, Sylvie se lève d'un bond, achève d'ouvrir la porte et saute au cou de son mari. Bertrand, mon chéri, sais-tu? D'une main, Bertrand referme la porte, tandis que de l'autre bras, il récupère son épouse par la taille. Vu leur attitude et l'expression de leur visage, ces deux-là ont l'air plus que très amoureux. Mes interrogations sur la solidité de leur couple paraissent donc complètement infondées. Sans doute ont-ils d'autres soucis liés à leur prochain retour en France. Pour l'heure, il lui fait un bisou sur le bout du nez. « Oui, je suis au courant. Tout me dit que tu es d'accord. » Et s'adressant à moi, « Il vaudrait peut-être mieux aller voir le DE tout de suite, sinon nous risquons d'être à la bourre pour la tournée des grands chefs. » Prenant congé, Nathalie précise à Sylvie. Je pense que vous aurez confirmation de votre DE dans la matinée et que nous pourrions commencer demain matin. Vous n'aurez sans doute pas trop de la journée pour vous préparer. J'ai déjà la main sur la poignée de la porte, mais Nathalie revient sur ses pas. Oh, afin de gagner du temps, pourrions-nous nous voir ce soir après votre travail ? Juste une petite heure pour que je vous explique de quoi il retourne. Visiblement enchantée, Sylvie se tourne vers Bertrand. Madame Louglin et Monsieur Rhin pourraient venir dîner ce soir ? Nous joindrions l'utile à l'agréable. Bertrand acquiesce d'un signe de tête. Sa femme est aux anges. Bertrand est un vrai cordon bleu. Vous ne devriez pas être déçu. Enregistrant mon approbation muette, Nathalie accepte l'invitation. Pour moi, oubliez le « madame ». C'est Nathalie. Et pour le dîner, ce sera avec plaisir. Quelle heure devrons-nous prévoir ? Sourire de Sylvie. D'accord, Nathalie. 19 heures, pour ne pas se coucher trop tard. Bertrand m'a prévenu que vous partez tôt. Je renchéris. Pour moi, c'est pareil. Laissez tomber le monsieur. Ce sera Jean. À ce soir donc. Oh, juste un coup de téléphone et nous filons. Sylvie pousse l'appareil vers moi et je tends le combiné à Nathalie. Il vaut mieux prévenir François que nous devons voir le DE. Nous passerons le prendre ensuite. Sylvie compose le numéro pour Nathalie. 2 minutes plus tard, nous grimpons dans le patrol. Le DE vient d'arriver, il nous reçoit tout de suite, Nathalie et moi. De Valois a préféré nous attendre dans le 4x4. Pas le temps de nous asseoir, je lui expose brièvement le problème et la solution, rajoutant « C'était urgent et ne voyant rien qui puisse s'y opposer, j'ai déjà dit à Madame de Valois que, sauf objection motivée de votre part, elle commencerait demain. » Mou pincé d'Audin qui, même s'il ne peut que s'incliner, n'apprécie visiblement pas que les envoyés parisiens fassent la loi dans ce qu'il considère comme son fief. S'adressant à Nathalie, il lance une petite pique. « Monsieur de Valois comme guide, Madame comme assistante, j'espère que vous n'aurez pas à le regretter. » Même si je mets la mise en garde sur le compte du dépit, je ne peux l'ignorer. Je dois avoir le regard tueur, comme disent certains de mes collègues, pour qualifier mon expression lorsque je ne suis pas content. En l'occurrence, je n'aime pas les sous-entendus. Je fixe Audin droit dans les yeux. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir ? Audin essaie maladroitement de se récupérer, sans toutefois renoncer à ses piques. Non, rien. Sinon que les de Valois n'ont pas bonne réputation sur le complexe. Et là, vous avez le binôme. Bien que l'heure tourne, je ne lâche pas. Cette réputation douteuse a-t-elle un rapport avec leurs compétences professionnelles ? Audin se racle la gorge. Je n'ai pas dit ça. Là, il commence sérieusement à m'échauffer les oreilles. Et qu'avez-vous dit alors ? Je voulais dire qu'il n'était pas apprécié par les cadres, mais ce, strictement sur le plan relationnel. Je n'aime pas les commérages, et encore moins venant d'un directeur. Je le fusille du regard. Eh bien, j'aurai l'occasion d'éclaircir ce point relationnel dès ce soir. Ils nous ont invités à dîner. Comme piqué par une tsetse, Audin sursaute. Vous dînez chez eux ? Je lâche en tournant les talons. Oui, et comptez sur moi pour vous rapporter le moindre détail de la soirée. À peine sommes-nous dehors que Nathalie s'exclame. Rappelle-moi de ne pas te contrarier. J'ai cru un instant que tu allais le mordre. J'aurais eu trop peur de m'empoisonner. Il y a que je n'aime pas les faux culs. Les sourcils de Nathalie sont en accent circonflexe. Les faux culs ? Oui, les hypocrites si tu préfères. Expression très imagée. Je note.
Ça peut servir. Elle a le don de me détendre. Si tu veux, mais je te déconseille de l'employer dans l'enceinte de l'ambassade. Elle a pris son air très Madame la conseillère. C'est pourtant bien dans le milieu diplomatique qu'il y a la plus grande concentration de faux culs que je connaisse. Et comme nous arrivons au patrol, elle éclate de rire. De Valois nous y attend. Le rire de Nathalie ne lui a pas échappé. On dirait que l'entrevue s'est bien passée. Je réponds. On ne peut mieux. Le DE était de bonne humeur. Votre épouse commence demain, c'est confirmé. Nathalie se penche à mon oreille. Faux cul. Il est près de 11 heures et la chaleur commence à devenir étouffante. C'est la deuxième et dernière visite pour nous présenter aux 2 chefs coutumiers sur le territoire desquels Nathalie va faire ses relevés. Nous avons récupéré François en partant et nous sommes donc 4 à devoir nous présenter à chaque fois au porte-parole du chef qui nous reçoit pour solliciter l'audience. J'explique à Nathalie que ces présentations et requêtes sont de pure forme, mais que même si la réponse est connue d'avance, il serait inconcevable de ne pas respecter la coutume. Après que le porte-parole ait informé le chef de notre visite et rapporté notre requête, nous sommes autorisés à pénétrer dans la case où, trônant généralement sur un vieux fauteuil mal en point, le chef nous accueille majestueusement, drapé dans son boubou de cérémonie. Une fois dans le sein des saints, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de s'adresser au chef directement. Tout échange de cadeaux, ou simplement verbal, doit se faire par l'intermédiaire du porte-parole, qui, après avoir fait prestement disparaître la bouteille de gin que lui tend de Valois, demande pour nous au chef la permission de nous asseoir. Ce à quoi il condescend d'un large geste du bras en remontant son boubou sur son épaule. Bien que le chef comprenne et parle parfaitement le français, tous les échanges entre son porte-parole et lui se font en sara, le dialecte local. Les présentations faites, le gin accepté, et une fois assis, les formalités n'en sont pas terminées pour autant. Il serait en effet tout à fait incorrect d'entrer dans le vif du sujet, sans avoir au préalable, pour le chef comme pour nous, demandé des nouvelles de la santé de chaque membre de la famille de chaque personne présente. Dans le meilleur des cas, ce cérémonial prend tout de même une bonne demi-heure, et ce n'est pas terminé. Le plus pénible, c'est maintenant. Il s'agit de boire une gorgée d'un infâme vin de palme chaud et aigre, présenté dans une demi-calebasse qui fait lentement le tour des assistants, à l'exception du porte-parole. J'appréhende la réaction de Nathalie, qui, de sa vie, n'a jamais ingéré pareil breuvage. Je l'observe du coin de l'œil pendant qu'elle boit. En bon petit soldat, elle avale même une gorgée supplémentaire sans sourciller, et le chef fait claquer sa langue pour marquer sa satisfaction. En tant que doyen, c'est ainsi que le porte-parole m'a présenté, il m'appartient ensuite d'exposer les buts et moyens de notre mission. À chaque fois, le chef concerné marque sa surprise par des claquements de langue répétés. Surprise motivée non pas tant par la complexité du travail à accomplir, que par le fait que le chef opérateur, tel qu'il la qualifie, est une femme. Pour chacun des 2 chefs coutumiers visités, la réaction est identique. Ils veulent comprendre ce que nous allons mesurer, et en tant que chef opérateur, c'est Nathalie qui s'y colle. Elle explique que la Terre est un être vivant, et que son travail consiste à mesurer son activité interne. Tout comme le médecin ausculte l'homme en des points précis, elle ausculte la planète en des endroits déterminés, et il se trouve que l'un de ces endroits est situé sur le territoire de la chefferie. À cet instant de la visite, chacun des 2 chefs sollicités réagit de la même manière. Tant sa surprise et son émerveillement sont grands qu'il n'attend même pas que le porte-parole ait traduit pour les manifester. Toutes les modulations possibles de claquements de langues y passent. Surprise et émerveillement, mais aussi fierté d'apprendre qu'un des points vitaux de la Terre est sous sa responsabilité. Le chef se tortille sur son fauteuil et bombe le torse. Je suis persuadé qu'à peine serons-nous partis, il réunira un conseil pour informer tous les villages concernés de l'importante nouvelle. Est venu le moment de formuler la requête, ce que je fais en ces termes, après m'être levé sous le regard intrigué de Nathalie. Vénérable chef des villages de... Suit la liste de tous les villages sous l'autorité coutumière du chef, sans en oublier un seul, ce qui serait vexant pour le chef, et risquerait d'invalider ma demande. Compte tenu de l'importance de la mission que nous t'avons exposée pour les villages sous ton autorité, le Tchad et le monde,
Nous sollicitons ta permission, celle des anciens et celle des ancêtres, pour accéder librement au territoire de la chefferie, en respectant la coutume et les lieux sacrés. Il me faut ensuite, par ordre d'importance, énumérer les noms et qualités des personnes présentes qui, seules, seront autorisées à accéder au territoire des villages pour ausculter la terre. Je vois bien qu'à l'énoncé des titres de Nathalie, le chef est plutôt perplexe, ne comprenant pas trop bien comment on peut être 2 fois docteur. Le dernier mot prononcé et transmis par le porte-parole, il me faut maintenant attendre que le chef, affectant d'être plongé dans un abîme de réflexion, se décide à me répondre. Il va s'écouler 5 longues minutes, pendant lesquelles il me faut rester là, debout, immobile et impassible, sans avoir l'air ni trop humble, ni trop imbu, de mon importance de doyen chef de mission. La réponse d'un chef à une requête dure en général 10 bonnes minutes, et celle-ci ne fait pas exception à la règle, à condition toutefois de ne pas y inclure le long compliment à l'adresse de la femme américaine qui a fait un si long voyage pour apporter sa double connaissance de docteur. Je fais un signe discret à Nathalie d'avoir à remercier et de ne pas être avare de mots grandiloquents. L'accord du chef obtenu, et avant de demander la route, il nous faut une dernière fois ingurgiter une tournée de vin de palme. À la fin de nos 2 visites, c'est la 4e fois que nous avalons cette boisson, plus proche du vinaigre que de toute autre chose, et dont la teneur en alcool n'est pas à sous-estimer. Avec l'estomac vide, l'effet est dévastateur. À observer la tête que fait Nathalie, je me demande si elle ne va pas vomir sur les pieds du porte-parole. Mais elle tient bon, et sauve l'honneur avec un sourire d'agonisante. Le retour au complexe se fait dans le recueillement des organismes, occupés à éliminer le poison. Malgré son état semi-comateux, Nathalie garde son sens de l'humour. Comparé à ce truc, le pire des whiskies irlandais sortant d'un alambic clandestin passerait pour un nectar. De Valois récupère son 4x4, laissé devant les bureaux, et nous souhaite bon appétit. Ce à quoi Nathalie rétorque. Je ne sais plus si j'ai faim ou non, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il va me falloir manger quelque chose pour colmater les trous que j'ai dans l'estomac. Elle réussit à nous faire rire et oublier crampes et gargouillis bizarres. À l'exception du barman, le club est désert et dans la petite salle à manger climatisée, une seule table est dressée pour 3 personnes. C'est la meilleure table, celle donnant sur la piscine. Le chef nous présente le menu. J'ai pu avoir un très beau silure que j'ai aussitôt mis à mariner. Je vous l'ai préparé au four avec une petite timbale de riz et des courgettes sautées. La sauce et le piment que je prépare moi-même sont servis à part. Nathalie lui sourit. Vous avez eu là une excellente idée. Le chef s'incline. Merci madame, le silure est toujours très apprécié. Et il s'éloigne vers la cuisine. Dépliant ma serviette, je souffle à Nathalie. La bonne idée était de l'avoir fait mariner, faute de quoi vous auriez eu l'impression de manger une chambre à air. Mais c'est aussi d'avoir pensé à servir le piment à part. Il est vrai qu'il est habitué à la fragilité des estomacs européens. Elle me lance un regard torve. Fragilité ? Si j'avais été fragile, ça se saurait. Je serais déjà au dispensaire en train de subir un lavage d'estomac. Mais je dois reconnaître que le silure non mariné et le piment local m'auraient achevé. François nous sert une tournée générale d'eau fraîche. Nathalie lui lance un regard interrogateur par en dessous et l'interpelle. Vous n'avez pas l'air très affecté. François sourit, termine de nous servir et repose la carafe. Si je vous énumérais tous les liquides bizarres que j'ai avalés dans mon enfance, vous en déduirez que je dois même être résistant à l'acide nitrique. Nathalie avale de grandes gorgées d'eau, repose délicatement son verre. Elle dévisage François, un peu inquiète tout de même. Vous devriez quand même manger quelque chose rapidement. On ne sait jamais. Pour ma part, je préférerais avoir bu de l'acide nitrique.